recovering from the return of serve as Rafa knocked the volley into the open court. Voici ce qui se passe quand un ramasseur de balles tente de remettre la bouteille d'eau de Nadal tombée par terre. Pourquoi tout le monde éclate de rire? Eh bah parce que ça déconcentre Nadal. Ouais, pour lui, il faut absolument que le logo de la bouteille soit tourné vers le filet. Vous trouvez ça stupide? Eh bah laissez-moi vous dire que ce n'est qu'une des 12 routines ultra sectaires de Nadal. J'imagine que vous avez tous déjà vu ces extraits avant ses services où il ajuste son short, se recoiffe en arrière, se touche le nez, le truc dure une plombe. Mais tout ça c'est rien par rapport à ce qu'il fait avant le match. Parce que ouais, c'est vraiment à partir des vestiaires que le gars devient un vrai robot nazi. Il prend obligatoirement une douche froide, s'assure que ses chaussettes sont à la même hauteur et se déplace toujours en courant. Mais alors le plus drôle je trouve c'est pendant les pauses où le gars ne bouge pas de son siège tant que son adversaire s'est pas levé. Alors pourquoi certains sportifs ont des rituels aussi complexes et parfois même aussi étranges, hein? Un mec se pisse littéralement dessus avant chaque match. Quels sont les mécanismes psychologiques qui font qu'on en arrive à faire des trucs aussi chelous? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu veux étancher ta soif de curiosité, tu es au bon endroit, mais en attendant tu peux t'abonner à cette chaîne pour étancher ma soif de notoriété. Dans cette vidéo, on va donc parler routine, et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la mienne qui, je vous l'avoue maintenant, ne se fait plus en Oli. Oli, j'imagine que tu connais de nom, c'est la boisson du moment qui te booste sans te flinguer ta santé. Mais sache qu'aujourd'hui c'est vaste et qu'il y en a pour tous les goûts, avec une gamme énergie, une gamme iced tea, une gamme milkshake et celle dont je vais te parler aujourd'hui, la gamme hydratation. En ce moment, je fais beaucoup d'entraînement de street et depuis quelques semaines, j'ai commencé à prendre du Oli pendant mes séances. Et alors pour le coup, je prends 10 fois plus de plaisir qu'avant. Ce que j'aime bien avec la gamme hydratation, c'est qu'elle me désaltère autant qu'elle me donne l'énergie et l'envie d'aller chercher une rep de plus grâce à sa formule riche en électrolytes. Actuellement, mon péché mignon c'est la saveur citron, mais j'essaye de l'économiser, sinon je vais déprimer, vous allez plus me voir. Alors bien sûr, tu connais rien de mieux qu'un bon verre d'eau pour se désaltérer. Oli ne le remplace pas, c'est à consommer avec modération. Cependant, si tu es accro au soda, aux boissons énergisantes ou au café, eh bien Oli c'est une alternative plus saine, notamment parce qu'elle ne contient pas de sucre ajouté. D'ailleurs ça tombe bien, avec le code BOURDOP5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande, et avec le code BOURDOP, c'est 10% sur toutes les commandes. Je te recommande par ailleurs le pack découverte que tu peux maintenant moduler pour ne tester que les gammes que tu souhaites. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci beaucoup à Oli, et maintenant retour aux routines, mais de mecs qui performent vraiment pour le coup. Bon alors j'évoquais les chaussettes de Nadal, mais est-ce que vous saviez que c'est une véritable obsession chez les tennisman? Serena Williams par exemple ne changeait jamais sa paire de chaussettes pendant un tournoi. Alors au vu de son palmarès, on peut dire que ça lui a porté chance, par contre bon courage à ceux qui devaient entrer dans le vestiaire après les matchs. En fait ce qui touche aux textiles et aux accessoires, c'est peut-être ce qu'il y a de plus répandu. Typiquement on a l'exemple très connu de Michael Jordan qui jouait toujours avec un short de l'université de Carolina sous son short des Bulls en étant convaincu que c'était son porte-bonheur. Là où ça devient stylé par contre, c'est qu'en portant des longs shorts pour cacher son short du dessous, Jordan a créé une mode et tout le monde l'a imité en NBA. Moins stylé pour le coup, on va parler de Jason Terry, un ancien shooter de la NBA qui lui dormait avec le short de ses adversaires avant chaque match. Le plus glauque étant qu'il allait pas l'acheter à Decathlon avant le match. Non, non, le gars exigeait que ce soit un short officiel de la NBA, genre se porter pendant les matchs. Perso, je me demande juste comment il se les procurait sans passer pour un gros taré. Allô les Lakers? Oui, dites-moi, est-ce qu'il vous reste des shorts de match dans lesquels vos joueurs ont bien transpiré de préférence? Ouais? Super. C'est pour dormir dedans ce soir. Et ne pensez qu'à vous toute la nuit. Allô? D'ailleurs, en parlant de sous-vêtements, voici Jason Giambi, l'ancien première base des Yankees de New York. Et alors la question est la suivante. À votre avis, qu'est-ce que porte cet énorme Tchad sous sa jolie combi? Réponse A, un caleçon Calvin Klein. Réponse B, une coque pour protéger son honneur. Réponse C, un string doré. Réponse D, un free gun assaisonné de traces de pneus au niveau du sillon interfessier. Non, je vous jure, le gars a littéralement reboosté ses performances à la batte grâce à un string. Doré en plus, le mec avait vraiment pas peur de se faire cramer. Pour vous dire, les gars de son équipe étaient tellement choqués du changement de niveau qu'ils ont tous voulu essayer. Et verdict, oui ça marche. Mais parce qu'en fait, étant donné que tu portes ce que tu portes et que j'imagine que ça te sert là où je pense, et en fait ça te permet d'avoir moins de tension sur les mains et sur l'équilibre, et donc d'être beaucoup plus détendu. Le fait qu'il y ait une explication aussi rationnelle d'un truc aussi ridicule me fume. Ceci étant dit, on n'en a pas fini avec les trucs de gros dégueulasses, car maintenant on va parler de toilettes.
Ah, le niveau intellectuel de cette vidéo est pas bien haut. Est-ce que vous connaissez Wayne Gretzky? C'est littéralement le meilleur joueur de l'histoire du hockey sur glace. Vous voyez, pour un joueur de hockey, sa crosse c'est un peu comme une extension de lui-même. C'est-à-dire que de la même manière qu'il va prendre soin de son corps, et il va aussi prendre soin de sa crosse. Et ce messie du hockey mettait de la poudre pour bébé sur sa crosse avant chaque match. Alors oui, c'est chelou, mais vous allez voir qu'en réalité c'est extrêmement hygiénique par rapport à Bruce Gardiner qui lui l'a trempé dans les chiottes. C'est pas une blague, un jour en 99, un vétéran lui dit qu'il ne réussira jamais dans le hockey s'il ne salit pas sa crosse dans les chiottes. Bon, au début, il écoute pas, à tous les coups le mec se fout juste de sa gueule, jusqu'à ce qu'il fasse une série de mauvais matchs sans marquer. Au bout d'un moment, il finit par craquer, pénètre le manche dans l'antre, et dès le match suivant, il enchaîne une série de buts exceptionnels. Perso, je pense que j'aurais réagi exactement comme lui, c'est-à-dire à la tremper tous les jours, mais vraiment profondément, tu sais, histoire de bien la purifier. Sauf que lui, il croyait tellement qu'il voulait pas abuser de son pouvoir, donc il a fini par la tremper seulement pour briser les mauvaises passes. Et puis bon, tant qu'on est dans le thème des toilettes, on va parler de pipi maintenant. Ah bah si, désolé. J'imagine que vous vous rappelez tous de ce petit enculé d'Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine pendant la Coupe du Monde 2022. Je pense que c'est le pire chambreur que j'ai jamais vu, le mec a littéralement 3 neurones. Par contre, ce que je savais pas, c'est que les comportements chelous, c'est une tradition chez les gardiens argentins. Ouais, dans les années 90, Sergio Goycochea avait pour habitude, avant chaque séance de tir au but, de sortir son paf et de pisser sur le point de penalty. Ce qui a particulièrement bien marché lors du mondial 90 où l'Albiceleste a remporté ses 2 séances de penalty, en quart contre la Yougoslavie et en demi contre l'Italie. Personnellement, je pense que la petite odeur avant de frapper la balle n'était pas étrangère là-dedans. Cependant, si on veut un rapport à l'urine un peu plus hardcore, faut se diriger vers le baseball avec Moïse Alou qui a déclaré en 2004 qu'il se pissait sur les mains pour les rendre plus résistantes. Je sais pas à quel point l'effet placebo est puissant, mais normalement l'urine ça te ramollit la peau. Ça la durcit pas. Bref, on s'est bien marré, mais maintenant on peut se demander, est-ce que ça marche vraiment? Je veux dire, s'il y en a autant qui le font, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité, non? Eh bien j'ai mené ma petite enquête de mon côté, j'ai épluché pas mal d'études scientifiques, et voici ce que j'ai trouvé. Mais avant de te révéler tout ça, si tu es encore là, c'est que la vidéo te plaît, donc si tu veux en voir plus, abonne-toi, on rush les 10K abonnés avant la fin de l'année. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les cas que je vous ai présentés, on a 2 types de routines. La routine de pré-performance, donc ce qu'on va appeler ici la RPP, et les rituels de superstition qu'on va abréger en RS. Les RPP, c'est typiquement ce qu'on a vu avec Nadal au début de cette vidéo, un ensemble planifié de pensées et d'actions qui aident les athlètes à se stabiliser avant une compétition. Avant ou après d'ailleurs, parce que dedans on compte les routines de pré-compétition, donc ce qu'on va faire la veille, les routines de pré-performance, donc avant l'effort, et les routines de post-performance après l'effort, mais nous on va se concentrer que sur celles avant l'effort. Et alors les RPP, c'est assez reconnu que c'est vraiment efficace pour le coup, en particulier pour les sports qui laissent beaucoup de place à l'incertitude. Bah ouais, quand tu sais pas forcément comment l'autre va jouer en face, que t'es plein de doutes, avoir une routine qui reste toujours la même peu importe la situation, ça permet de s'ancrer et surtout de rester concentré. C'est bien connu, l'émotionnel et le rationnel, ça fait pas bon ménage, et faire une RPP, ça permet justement de virer de l'émotionnel en empêchant l'entrée du doute en soi. La RPP crée donc une sorte de bulle de contrôle, un endroit stable et répétitif auquel on peut se raccrocher. J'ai essayé de résoudre tous ces petits tics. Essayons de ne pas faire toutes ces routines. Je me le suis dit, je me suis battu. Mais ces routines, toutes ces routines m'ont vraiment permis d'être 100% dans le truc, 100% concentré. C'est vraiment un sport tellement exigeant mentalement. Et quand je faisais toutes ces routines avec les bouteilles notamment, ça me rassurait. Ça me donnait aussi du temps pour penser à l'essentiel. Je me disais, ça j'ai bien fait, ça j'ai fait, tout est en place. Et je pouvais être concentré sur ce que j'avais à faire. C'était pas de la superstition, c'était vraiment la routine, le fait de prendre des habitudes et de faire les mêmes choses tout le temps. Et c'est pour ça que certains ont des routines très proches du réel, comme ce mec, John Henderson, 2 mètres, 160 kg, qui demandait avant chaque match qu'on le gifle le plus fort possible. Je sais pas si j'aurais plus peur de gifler ce mec ou des conséquences de si je le fais pas. Toujours dans le football américain, on a l'entraîneur Les Miles qui lui mangeait l'herbe du terrain avant chaque match. Soi-disant parce que ça l'humiliait en tant qu'homme
et donc ça lui rappelait qu'il faisait partie du terrain et du jeu. Oui, bon pourquoi pas, on n'est plus à ça près maintenant. Mais si vous voulez un cas plus classique, eh ben, on peut prendre l'exemple de Tom Daley, qui lui est connu pour faire du tricot avant d'entrer dans l'eau, car c'est le seul moyen qui lui permette de reposer son esprit. L'idée à travers ces routines, c'est soit d'éviter les situations déclenchant une émotion, de rediriger son attention vers autre chose, de changer l'interprétation d'une situation, ou de tout simplement supprimer ses émotions. Les recherches en psychologie du sport montrent justement que les RPP aident vraiment à bloquer les distractions, réguler les pensées, mais surtout à favoriser une exécution automatique. Et c'est ce dernier point qui est peut-être le plus intéressant. Parce que finalement, je vous le demande, c'est quoi le plus important quand on est un sportif de haut niveau? Performer, oui bien sûr, mais surtout savoir répéter cette performance. Combien de fois on a vu des joueurs de foot mettre penalty sur penalty à l'entraînement, mais se chier dessus en match? À ce niveau-là, le talent pour la mettre au fond, ils l'ont les gars. Le plus dur, c'est de pouvoir le faire à tous les matchs, de ne pas succomber à la pression et d'avoir cette exécution automatique du talent, on va dire. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que la RPP réduit l'activité de l'amygdale, la zone qui crée le stress, et active les circuits de la mémoire procédurale qui est liée au mouvement automatique. Une étude a justement été réalisée sur le lancer franc au basket. On a pris une joueuse de 18 ans avec une baisse de précision de 40 à 70% et on l'a foutue dans un laboratoire pendant 6 semaines en lui faisant suivre une RPP avant ses entraînements. Résultat, elle a augmenté la précision de ses shoots de 65% et a amélioré sa récupération après les matchs. En fait, ce qui est fort avec les RPP, c'est qu'elle permet de maximiser ce qu'on appelle le timing absolu, c'est-à-dire le déploiement de notre plein potentiel au meilleur moment. Mais alors ok, on a vu les routines utiles, prouvées scientifiquement, maintenant comment on différencie ça des rituels d'énormes crackheads qu'on a vu un peu plus tôt? Bon, déjà dans une RPP, normalement, tout sert une fonction spécifique et pratique dans le processus de préparation. A l'inverse, un RS est composé de choses qui n'ont normalement pas d'impact sur la performance, genre tremper sa crosse dans les chiottes. Une RPP, c'est souple. Typiquement, Nadal ne fait pas exactement la même chose à chaque match, avec les mêmes gestes à la même seconde. Non, s'il est en retard, il peut la raccourcir, tant qu'il arrive à se concentrer, c'est bon. Un rituel, au contraire, c'est rigide, c'est cérémoniel, on est vraiment sur de la superstition. Donc s'il est pas fait au moment où il doit être fait, bah les athlètes eux-mêmes n'y croient plus. Ça s'apparente plus à une sorte de force mystique. En gros, si on devait résumer, on contrôle les routines, mais à l'inverse, les rituels nous contrôlent. Mais alors pourquoi certains se dirigent vers ces rituels superstitieux? Eh bien, vous l'aurez deviné, mais le facteur principal, c'est l'anxiété. Plus le niveau de compétition est incertain, plus on augmente la probabilité d'utiliser des rituels superstitieux afin de réduire le stress et de renforcer un sentiment de contrôle illusoire. J'en ai pas parlé, mais la position dans le jeu joue aussi d'ailleurs. Plus on a une position à haute responsabilité, plus on va être amené à en pratiquer afin de diminuer la pression. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gardiens de but ou de lanceurs au baseball typiquement. Ce qui peut pousser les athlètes à faire des trucs très chelous d'un point de vue extérieur. Le meilleur exemple pour le coup, c'est ce gars, Turk Wendell, qui devait être le mec le plus casse-couille avec lequel vivre au vu de son nombre de RS. Les jours de match, le mec devait obligatoirement porter un collier de dents d'animaux qu'il avait lui-même chassé. Il dessinait 3 croix sur le monticule avant de lancer et insistait pour que les chiffres de ses contrats se terminent par 99, qui était son numéro de maillot. Il mangeait également 4 morceaux de réglisse pendant les matchs et se brossait les dents entre chaque manche, mais seulement après avoir sauté par-dessus la ligne de démarcation. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est temps d'aller se faire enculer. Alors au final, on veut savoir, est-ce que ça marche? Eh bien, dans la plupart des cas, ouais. Car même si ça se base sur absolument rien de rationnel, eh bien les chercheurs ont découvert que ceux qui croient avoir la chance de leur côté ressentent une plus grande auto-efficacité. Typiquement, dans une étude, certains golfeurs ont été informés que leur balle était un peu meilleure que les autres et qu'elle avait plus de chances de bien partir, tandis que d'autres avaient des balles normales. Eh bien, ceux qui pensaient avoir une meilleure balle ont bien mieux réussi que les autres. Et alors je vais faire une petite parenthèse, mais moi c'est pour ça que tout ce débat autour de la méritocratie m'énerve un peu en ce moment. Ouais, ça existe pas vraiment, ça sert à rien de croire que si tu travailles tu auras exactement ce que tu veux, nanana. Bien sûr c'est pas absolu, mais est-ce qu'il vaut mieux croire en quelque chose qui te pousse à travailler pour espérer réussir, ou au contraire ne croire en rien et rien faire? Perso, je pense que la manière dont on conditionne notre cerveau, c'est peut-être 50% du taf. Comme on dit, tous ceux qui y croient n'ont pas réussi, mais tous ceux qui ont réussi y ont cru. Et les rituels superstitieux, ça marche justement parce qu'on y croit. 25,30% des hommes pensent vraiment que ça améliore la performance, contre 20,48% des femmes. Donc en gros, pour le coup, c'est 100% placebo. Même si c'est vrai que pour certains, j'ai des doutes. Genre Sidney Crosby, pour qui la superstition était d'être misogyne.
C'est pas une blague, le jour d'un match, Crosby ne parlait ni à sa mère ni à sa sœur. Et alors pour le coup, c'est beaucoup plus rationnel que tout ce qu'on a vu avant, parce que le gars a littéralement eu un déboîtage d'épaule, un pied cassé et une commotion cérébrale après avoir parlé ou même juste vu sa mère ou sa sœur avant un match. Alors soit le gars joue excessivement mal et sa famille n'a rien à voir là-dedans, soit il y a clairement anguille sous roche. Et on parlait des différences hommes-femmes juste avant, et bah il est aussi bon de noter que les femmes adoptent des rituels différents des hommes en privilégiant des objets porte-bonheur, style les chaussettes de Serena Williams. Quand les hommes, eux, se concentrent sur des actions spécifiques, comme tremper sa crosse dans les chiottes. Et je crois que je vais jamais m'en remettre de celle-là. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Bah que au global, ça marche. Concernant la RPP, on a de vraies études qui montrent que ça booste la concentration et que ça réduit l'anxiété. Et pour les RS, bon bah c'est vraiment placebo, hein, mais comme je vous le disais, la psychologie ça fait quand même énormément. Si les mecs le font, c'est pas pour rien, et si nous on se permet de juger, bah c'est qu'on n'est pas non plus à leur place, avec toute la pression qui va avec. À la place de Nadal, j'aurais peut-être trempé ma raquette dans les chiottes, hein. On sait pas. D'ailleurs, si toi aussi tu as une routine ou même un rituel que tu pratiques en cachette, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Promis, on jugera pas, c'est safe. Oli, bon côté. Oli, merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que pour vous faire plaisir, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code BOURDOP5 et 10% sur toutes les commandes avec le code BOURDOP. Faites-vous plaisir, c'est cadeau à ce prix-là. Le lien est en description et en commentaire épinglé. À la prochaine, ciao, moi je me cache là-bas.